Voilà, bienvenue dans Deep Connection, l'émission où je reçois les gens avec qui j'ai une connexion profonde et avec qui je partage aussi des valeurs profondes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Charlotte Martin. Elle est psychogénéalogiste, art thérapeute, mais surtout, elle fait son métier, son activité avec beaucoup de lumière et de cœur. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir. En ces temps de changement, peut-être qu'on se pose beaucoup de questions et surtout, mais qui suis-je? Et la question des racines, ben là, elle va se poser. Pour certains, pas du tout. Et alors, ça ferait vraiment du bien de se poser la question parce qu'on ne se rend même pas compte de ce qui se passe en sous-jacent. Sans attendre, je vais vous laisser la parole, Charlotte, vous présenter et nous dire qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie aujourd'hui dans la psychogénéalogie. Ok, alors déjà bonjour pour ceux qui nous regardent. Alors moi j'ai toujours eu un intérêt, les métiers qui sont tournés vers l'autre. Je vais pas forcément dire dans la psychologie, mais en tout cas tournés vers l'autre. Mais quand même très vite, j'ai eu envie de me tourner vers un métier plutôt psychologue, sauf que je détestais le système scolaire. Enfin, en tout cas, je me sentais pas du tout épanouie dedans. Je pense comme beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Donc j'ai décidé de faire une alternative dans une école qui pratiquait la psychologie de manière appliquée, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de pratiques par rapport à l'université plus classique. Donc du coup, j'ai étudié l'art-thérapie, on va dire que c'est le diplôme qui a eu le plus de place, mais j'ai aussi étudié la psychogénéalogie et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a le plus de place dans ma vie, dans mon cœur, dans le métier où je me ressens le mieux et où je me reconnais. Hmm. Donc, Et il y a eu un déclic à un moment donné qui vous a mené vers la psychogénéalogie. alors, il le proposait en fait dans l'école où j'étais, il proposait l'hypnose, que j'ai aussi étudiée, la PNL, la sophrologie, et donc on pouvait choisir deux options. Donc j'ai choisi l'hypnose et la psychogénéalogie, en plus de la théorie plus classique qu'on va aussi étudier dans les universités de psychologie. Ok, ok. Donc quand j'ai commencé la psychogénéalogie, tout de suite, ça m'a beaucoup plus parlé que l'hypnose, par exemple. Et justement, la psychogénéalogie, c'est quoi? Depuis quand est-ce on étudie ça? Parce que moi, ce qui me vient en tête quand j'entends parler de psychogénéalogie, c'est les survivants de l'Holocauste. Il me semble qu'il y a eu des études sur le Ouais. sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, c'est l'étude effectivement qui est la plus connue. Maintenant, alors, j'ai pas envie de dire très mal son nom de famille, donc c'est Anne Ancelin qui est la pionnière dans ce milieu, qui a fait justement l'université de Nice, donc moi où j'étais juste à côté, celle que j'ai visitée au moment où je me suis dit non, j'ai pas du tout envie d'aller à l'université, qui a mis en avant la psychogénéalogie dans les années 50. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ça fait pas très longtemps, ça fait moins de 100 ans que c'est vraiment euh, mis en avant et que ça évolue à échelle, à vitesse grand V, comme on dit. Ça prend beaucoup de place parce que la transformation qu'on peut vivre grâce à la psychogénéalogie, elle est, pour moi, à mon sens, inégalable. Et quand j'étudiais la psychologie, il y a quelque chose qui m'a vite bloquée, où je me suis dit, ok, c'est super en psycho, quand on fait de la thérapie, on apprend plein de choses sur soi, on a beaucoup de prises de conscience, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces prises de conscience? Une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas suffisant d'avoir des prises de conscience. Après, ça peut même être encore plus frustrant de se dire, purée, j'ai analysé, ok, j'ai compris telle chose, telle chose, telle chose, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'en suis conscient, c'est encore pire parce que tu en es conscient et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en psychogénéalogie, il y a des méthodes pour se libérer de ça. Et quand je les ai expérimentées, parce que on l'expérimente d'abord sur nous, on crée notre propre arbre, on représente notre propre arbre généalogique, on étudie son histoire et on se libère de ce qui va nous bloquer, qui va être le plus bloquant dans le moment T où on étudie. Et là, je me suis dit, ben voilà, là, il y a une solution. En fait, la thérapie prend encore plus de sens elle n'est pas passive. En fait, on vient pas juste parler, écouter, analyser, même si c'est très important. Je le fais pour moi-même, je l'ai fait pendant des années et euh, c'est pas distinct. Pour moi, il faut faire les deux. Mais la psychogénéalogie, elle est transformatrice pour moi d'une manière beaucoup plus rapide et active par rapport à une thérapie classique, on va plus être passif. Donc, Ok.
Voilà, je sais pas si j'explique un petit peu peut-être ce que c'est la psychogénéalogie. Oui, je veux bien avec des Ouais. exemples de transformations, ce qui vous a marqué. Alors déjà, la psychogénéalogie, pour comprendre ce que c'est le fait d'avoir des transmissions de nos ancêtres par l'ADN. Donc, c'est les études d'épigénétique qui nous le montrent. Dans notre ADN, on a bien sûr ce qui nous permet d'avoir les yeux de telle couleur, les cheveux qu'on nous transmet, mais on a aussi émotionnellement une transmission qui est invisible certes, mais qui existe. Et je pense qu'on a tous des exemples dans notre entourage de personnes qui ont eu une transmission. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup chez moi et beaucoup chez les clients que j'accompagne. Donc, avec ces transmissions-là, on va avoir des choses merveilleuses. J'ai vu des arbres où l'amour se transmet d'une façon incroyable et ça, je le mets en avant parce que c'est pas que du négatif en fait ce qu'on reçoit. Il faut bien prendre en compte qu'il y a aussi plein de choses positives, mais il y a des choses qui sont plus négatives et qui vont avoir tendance à nous bloquer. L'exemple que je prends en général parce qu'il est un peu simple à comprendre, on va dire, c'est une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui va vivre de l'infidélité de son mari, mais qui va se taire toute sa vie et qui va transmettre ça parce que c'est dans le silence, dans les non-dits, dans les mensonges qu'on va transmettre de manière plus intense à ses descendants, à sa descendance. Donc on va avoir par exemple la petite fille. Après, c'est du cas par cas, hein, la psychogénéalogie, on peut pas faire que de la théorie, c'est de la pratique. Et pour chaque arbre, c'est bien différent. Et on va observer chez la descendance féminine des femmes qui vont attirer que des hommes infidèles pour rester loyales à ce que la grand-mère a vécu et qui s'est tue face à ces douleurs-là. Donc ça, c'est des mots qu'il faut vraiment prendre en compte en psychogénéalogie. Le non-dit, le secret, le mensonge. Ça, c'est vraiment les mots qui vont nous permettre de déceler les transmissions les plus fortes qu'on va recevoir. Donc l'idée en psychogénéalogie, c'est de remonter un petit peu dans l'arbre, de comprendre l'histoire, d'analyser en numérologie quelles dates vont revenir, donc pour comprendre avec qui on a les liens les plus forts, les transmissions directes, et après voir par rapport au blocage qu'on a dans notre vie, quel lien on peut faire et comment se libérer de ça et remettre plus de, d'apaisement dans cette histoire familiale. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais je vous appelle la révélatrice des mémoires silencieuses, mais comment on fait quand on n'a pas accès vraiment à l'information? Parce qu'imaginons là, dans l'histoire que vous racontez, la grand-mère, c'est quelque chose de silencieux. Comment vous faites pour déceler ça en séance? Et même s'il y a des gens qui nous regardent et qui s'en rendent pas compte, ne savent peut-être, ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres et en fait sont dans ces loyautés au quotidien, ils s'en rendent pas compte. Comment est-ce qu'on le Ouais. détecte? Alors, moi personnellement, je ne parle que de choses qui vont être factuelles. Je suis pas magicienne, je fais pas d'ésotérisme, je suis pas énergéticienne. Moi, je travaille que avec les mots que mes patients vont me dire. Et on a tous un inconscient qui est rempli de choses dont on ne se rend pas compte. Et on a l'inconscient individuel, mais on a aussi l'inconscient familial. C'est-à-dire que notre inconscient, il est relié à chaque personne de notre famille. Et dans cet inconscient familial, il y a toutes les histoires. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'inconscient, parce qu'on en a, c'est pas révélé à notre conscience, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le révéler à notre conscience. Et tout est parfait. J'estime que la vie est faite de manière parfaite, va se révéler à nous ce qui doit se révéler. Et on peut pas imaginer se libérer de tout. Ça, c'est pas possible. On a forcément des transmissions qui vont rester, et c'est l'équilibre, c'est la nature des choses. Il faut aussi l'accepter et avoir une forme de résilience par rapport à ça. Par contre, en parlant à sa famille, en cherchant dans l'historique aussi qu'on va retrouver sur Internet, par exemple, on va avoir des articles de presse, on va avoir des archives des hôpitaux, des archives militaires, on peut apprendre plein de choses de notre histoire. Donc, première étape, on cherche en parlant. Parce qu'en parlant, on active aussi l'inconscient familial. Et à ce moment-là, on va avoir une tante qui va, je sais pas, qui va vous avoir déjà parlé de la famille, mais en parlant, en posant des questions, il y a des choses qui vont revenir à sa conscience et dont elle va pouvoir parler. Souvent, on me dit, mais moi, je connais pas grand-chose, ça va être compliqué. Je dis, mais je vous crois pas.
Je vous crois pas. Elle va poser des questions et elle va revenir vers moi, elle va me dire, ah mais oui, en fait, vous avez raison, j'ai posé des questions et un tel se rappelait de telle chose, on m'en a jamais parlé, comment ça se fait qu'on m'en ait jamais parlé. Alors ça, je l'entends tout le temps. Comment ça se fait qu'on m'en a jamais parlé? Parce que vous n'avez pas posé la question, tout simplement. Et c'est quand on est dans la démarche en psychogénéalogie qu'on va poser des questions, qu'on va avoir des réponses, en fait, tout simplement. On ne peut pas savoir toute l'histoire, tous les détails. Il y a des choses qui vont rester mystérieuses, mais ça fait partie du jeu. Et après, on va se baser sur les ressentis, parce que notre corps, lui, il est connecté à l'inconscient. Donc, en posant des questions, le corps, il va réagir. On peut mettre des hypothèses. Est-ce que vous pensez que peut-être il s'est passé, est-ce que peut-être que votre grand-mère, elle a vécu des infidélités? Le corps, il va savoir. Est-ce que ça vous parle? Non. Non, ok. C'est que c'est pas ça. Est-ce que ça vous parle? Ouais, je crois que c'est ça. Mais là, le corps, il parle. Il faut juste, en psychogénéalogie, être relativement connecté à ses intuitions et s'autoriser à ressentir. Et ça, c'est aussi un travail qu'on peut faire en amont. On peut faire par exemple des séances d'hypnose pour être plus ouvert et pour pouvoir être plus à même d'écouter son corps et ses intuitions pendant la séance. Mais tout ça, ça reste. Moi, je vais jamais l'inventer, je vais jamais me baser sur une hypothèse que le client n'a pas validée avant. Parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui porte inconsciemment l'histoire de sa famille. Donc si pour lui ça ne fait pas sens, c'est que c'est pas la bonne direction. Donc il y a plein de choses qu'on peut savoir en posant des questions, et il y a des choses euh, qu'on va avoir l'intuition qui se sont passées. Et quand vous dites tout ça, en fait, ce qui me vient par rapport aux maux du corps, aussi, je pense aussi aux douleurs, est-ce que on repère, est-ce que vous dites, ah, cette personne, par exemple, elle souffre de tel et tel symptôme, Ouais. est-ce que ça vous met sur la voie? Est-ce qu'il y a des choses typiques qui sont liées à, je sais pas, à une blessure de trahison ou, comme vous dites, je sais pas, un silence, des secrets? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, c'est-à-dire sur le corps ou sur les Alors, par maladies? rapport à, en général, oui, le lien entre les maladies et ce qui a été vécu, en fait, dans les familles. Oui, alors toutes les maladies, elles viennent nous dire quelque chose, hein, c'est le mal qui a dit. Elles ont toutes une symbolique et une signification et elles viennent toutes nous donner une information. Une maladie, c'est des mots qu'on n'écoute pas et que votre corps vous crie. Donc plus ou moins avec intensité, gravité, mais elles viennent toutes nous dire quelque chose. Donc toutes les maladies ont une symbolique. J'ai un livre merveilleux qui s'appelle, que beaucoup de personnes ont, ah, il est à l'envers. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, qui est magnifique et que j'utilise pour toutes les pathologies. C'est une des premières questions que je pose. Est-ce que vous avez des pathologies? Est-ce que votre famille, elle a des pathologies? Parce que ça me permet d'avoir des informations. Euh, je- J'ai tellement d'exemples à donner. Je me rappelle qu'avant que je commence ma formation en psychogénéalogie, on m'avait parlé d'un monsieur qui était coiffeur et il me semble qu'il a écrit un livre et qui expliquait qu'il est devenu coiffeur et que dans sa famille, quand on regarde la lignée des hommes, ils ont tous eu un problème à la tête. Il y en a un qui s'est fait couper la tête, un qui a eu un cancer, en fait, et on comprend aussi qu'est-ce qui l'a amené à aujourd'hui embellir le, le, le visage et la tête des personnes qui viennent le voir. Donc, du coup, je m'éloigne des malaises et des maladies. Mais en tout cas, les informations, toutes les maladies viennent nous donner une information et elles sont à prendre en compte. Maintenant, je suis quand même assez prudente parce que je ne peux pas dire que on guérit de maladie, même si je le pense. Je ne peux pas promettre à quelqu'un qu'il va guérir d'une maladie en faisant de la psychogénéalogie. Mais ça peut vraiment aider. Moi, personnellement, je l'ai fait pour moi, de guérir de l'endométriose grâce à la psychogénéalogie. Je l'ai fait, même si les médecins ne veulent pas en attester. Moi, je le sais et j'ai vu plein de personnes guérir de maladies. Pas forcément des personnes que moi j'ai accompagnées, parce que je reste vraiment avec de la distance là-dessus, parce que je ne suis pas en accord, et pour moi ce n'est pas dans mes valeurs, de dire à quelqu'un que je vais lui permettre de guérir d'une maladie et qu'il doit s'éloigner de la médecine. Non, ça c'est pas possible. On doit se guérir aussi avec la médecine, mais par contre, aller chercher euh, spirituellement, ou en tout cas, qu'est-ce que notre corps vient nous dire dans cette maladie, c'est quand même essentiel et important et ça peut vraiment aider parce qu'on peut guérir d'une maladie, mais après elle peut revenir sous une autre forme. Alors que quand on règle le problème à la racine, bah là c'est bien différent et on peut euh,
espérer imaginer une vie où notre corps ne va plus nous faire souffrir ainsi, parce il nous crie quelque chose qu'on ne veut pas écouter et qu'il a besoin d'être libéré et d'apaisé d'un poids immense que peuvent être les transmissions transgénérationnelles. Et est-ce que aujourd'hui vous voyez des choses qui reviennent beaucoup? Parce que souvent on parle de générations qui évoluent, on parle des Ouais. générations Z, millennials. Est-ce qu'il y a entre au début de votre parcours et aujourd'hui des choses qui se Non, parce que dessinent? ça fait pas assez longtemps. Si ça faisait 20 ans que j'avais pratiqué, peut-être. Je peux pas dire ça. Par contre, je peux dire qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup dans les familles. Notamment, moi, je travaille beaucoup avec les femmes. Chez les femmes, qu'il y a énormément de choses qui sont récurrentes, notamment avec les blessures qui datent des générations antérieures, où elles avaient 15 enfants et qu'il y en avait plein qui mouraient, et qu'en fait, elles avaient vraiment ce rôle juste d'être euh, porter l'enfant, en fait, de porter la vie, de s'occuper des enfants, mais qu'elle n'avait plus d'identité de femme, qu'elle n'avait pas d'identité d'épouse, qu'elle ne s'autorisait pas à avoir des passions, des choses qui les faisaient vivre. Elles avaient juste le rôle de porter la vie, et ce qui est déjà magnifique, hein. Mais de faire ça toute sa vie, ça a des répercussions et des traumatismes immenses. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les arbres. Et ça se traduit par quel blocage, par exemple, une femme qui porte cette blessure ou cette empreinte dans la vie, qu'est-ce qu'elle va ressentir comme blocage, oui. Alors, ça peut vraiment être sous différentes formes. Ça peut être des maladies, par exemple, mais ça peut être des femmes qui sont complètement déconnectées de leur féminité. Ça peut être des femmes qui veulent absolument avoir plein d'enfants, ou alors au contraire qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il n'y a pas de règle. En psychogénéalogie, il y a pas de règle, c'est du cas par cas à chaque fois. Euh, on peut pas déterminer à l'avance un traumatisme, comment il va venir se révéler plus tard. Il y a vraiment trop de choses différentes et ça va dépendre des autres transmissions qu'elle a eues, de l'éducation qu'elle a eue, de ce qu'on appelle le projet sens, c'est-à-dire l'intention et la position des parents quand ils ont eu l'enfant, quand ils ont grandi, sont dans les premières années, enfin élevé leurs enfants. Donc on ne peut pas le déterminer à l'avance. Pas une Ok. science exacte. Et du coup, donc vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec les femmes. Et pour les hommes, est-ce que vous avez accompagné des hommes? Est-ce que vous voyez une différence dans les symptômes ou... Les hommes, ça va plutôt être les traumatismes de guerre. Même si les femmes ont une répercussion immense aussi, parce qu'il va y avoir les personnes qui ont fui la guerre, par exemple, mais les hommes, ça va beaucoup être les traumatismes des militaires. Ça se traduit comment en termes de pathologie, enfin de ce que vous avez pu voir Alors, ou... pathologie, je pourrais pas. Pareil, je peux pas. Il y a pas de règle en fait. Il faut pas partir du principe que une maladie, par exemple, elle a une symbolique qui est figée. Il n'y a rien de figé en psychogénéalogie. Tout vient se moduler en fonction de l'histoire de la personne, mais ça peut être du coup des hommes qui toujours en fait, en psychogénéalogie, ce qu'on voit tout le temps, c'est une personne qui va s'éloigner de sa propre identité, de son essence, et qui va vivre à côté, en vivant finalement par les traumatismes des ancêtres, et qui du coup est vraiment à côté de sa propre identité, de sa propre essence, de sa nature, de ses rêves réels, pas ceux qu'on lui a transmis, de ses vrais désirs. Donc c'est plutôt ça qu'on va voir dans tous les arbres, pour le coup, j'ai envie de dire. Et du coup, les personnes qui viennent vous voir, elles sont dans quelle phase de leur vie? Quand est-ce que les personnes vont se dire, bon, ben là, je vais peut-être aller voir quelqu'un pour m'aider? Qu'est-ce qui se passe en général? C'est des burn-out, c'est... Pas forcément, non. Ça peut. Alors moi j'ai beaucoup de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc ça va plus être et beaucoup de femmes qui ont plus de 60 ans qui ont des problématiques amoureuses. Parce que j'ai aussi commencé un peu à me spécialiser entre guillemets là-dedans et à dédier mon parcours sur cette problématique-là parce que moi c'est une problématique qui m'anime. Donc j'accompagne beaucoup de femmes de plus de 60 ans sur les problématiques amoureuses. Mais ça peut être des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, ça peut être du coup une maladie, ça peut être qu'elles n'arrivent pas à se trouver professionnellement, enfin, ça peut être, c'est divers et varié. Ok. Et du coup, oui, en termes de métier, ça peut avoir un impact sur nos métiers, toutes ces histoires? Ah oui, c'est-à-dire sur nos métiers.
le Sur quel choix qu'on métier on va. va choisir? Oui. Oh oui, bien sûr. Oui, oui, les métiers ne sont pas choisis par hasard. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, non. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient Bah, les sages-femmes. J'ai beaucoup de sages-femmes qui viennent me voir. Donc, les sages-femmes, en général, c'est des problématiques sur des femmes enceintes, des bébés mort-nés, ouais, ou des bébés abandonnés. En tout cas, ça va vraiment avoir un rapport avec soit la femme enceinte, soit la naissance. Ok. Et vous évoquiez avant, je pense, un sujet qui intéresse beaucoup de monde, l'impact justement de nos ancêtres dans nos vies amoureuses. Et comment se défaire justement de cet impact, ce que vous voyez, et voilà, des clés en fait pour Oui. sortir de tout ça. Alors, encore une fois, c'est très difficile en fait de faire de la psychogénéalogie pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est tellement du cas par cas et ça dépend tellement de votre histoire et de les mots que vous allez employer en séance sur l'instant T. En fait, on peut pas me dire, par exemple, ah ben moi, ma cousine, elle a vécu ça, 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 comment on pourrait faire? Non. Il faut que je vois la personne en face, qu'elle m'explique, elle, sa problématique, et peut-être qu'elle va me l'expliquer en 2026 d'une manière, et donc on va partir sur une piste, mais en 2030, elle me l'expliquera d'une autre façon, donc on va partir sur une autre piste. Donc c'est 100% du cas par cas. Donc les problématiques amoureuses aussi, ça peut être plein de choses différentes. J'ai beaucoup justement de femmes qui n'ont que ce rôle de mère et qui ne s'autorisent pas à être femme. Et sans être femme, on peut pas être épouse. Donc ça c'est compliqué. On va avoir des problématiques aussi à cause des religions, à cause de viols, de maltraitance aussi, beaucoup, de décès précoces. De sacrifices, les femmes qui se sont sacrifiées, bah, on revient hein, pour leur famille, pour leur mari, ça revient très régulièrement, mais voilà, c'est du cas par cas. Mais on va dire que ça, ce qui revient le plus souvent. Et Mais peut-être. pour le savoir, il faut poser des questions. Et quelles seraient justement les questions à se poser si on n'a pas forcément conscience d'être dans un rôle et de toujours agir inconsciemment finalement? Ouais. Alors, je pense pas que ce soit une question d'avoir conscience ou non, parce qu'à mon avis, l'intuition, elle vient toujours le dire. J'ai pas envie de donner de pourcentage parce que je ne le connais pas, mais je pense qu'il y a une grosse partie de la population. Si on leur pose la question, est-ce que vous vous sentez aligné? Pour moi, c'est un peu le mot-clé. Parce qu'on est aligné avec celle qu'on est vraiment. Ou est-ce qu'on est désaxé? La plupart des gens me diront non. Qui sont pas OK avec ce qu'ils vivent, qui sont pas OK avec leur métier, qui sont pas OK avec leur situation amoureuse, avec les liens qu'ils ont avec leur famille, leurs amis, avec ça peut être même l'endroit où ils vivent, en fait, leur choix de vie. C'est tout bête, en fait, il n'y a pas besoin de se poser des questions farfelues. Juste, est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je suis en accord avec ce que je vis? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre ce que j'ai envie de vivre? Parce que poser la question, est-ce que vous avez l'impression de vivre l'histoire d'une autre femme? Ça me semble pas pertinent comme question parce que c'est trop complexe. Et l'inconscient, il a besoin de simplicité. Est-ce que vous vous sentez aligné avec ce que vous vivez? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas alignés. Oui. Et justement, il y a ce côté, vous parliez du sacrifice et vous Mm. dites que vous travaillez beaucoup avec les femmes de plus de 60 ans. Justement, est-ce qu'on est à une époque où on n'accepte plus, parce que oui, effectivement, ben, le rôle des femmes a évolué et il y a des choses qui sont en train d'être, on peut dire, Oui. nettoyées. Et Alors, mhm. je pense que je vais parler pour les Français, parce que les autres populations, je sais pas. Mais les Français, on a tendance à être un peu dans les extrêmes. Donc avant, on était dans un sacrifice immense. Et là, à mon avis, là, j'ai pas envie de dire que c'est de la psychogénéalogie, c'est mon avis en tant que Charlotte. Je pense qu'on est en train de partir sur l'autre extrême, où on veut plus se sacrifier du tout. Et du coup, on devient un petit peu individualiste, voire égoïste dans le mauvais côté des choses. Parce qu'il y a égoïste bien, c'est-à-dire qu'on pense à soi, on sait se prioriser, on sait s'écouter, on sait faire les choses pour soi sans avoir de dépendance aux autres, et ça c'est génial. Mais quand on se tourne que vers soi, on se coupe des autres. Et quand on se coupe des autres, ça va plus. En fait, ça ne peut plus aller parce qu'on est un être.
sociable. On est des êtres humains qui ont besoin d'être en lien avec les autres, c'est indispensable. Et quand je dis en lien, c'est d'aider son prochain, c'est d'être à l'écoute de son prochain, c'est d'aimer son prochain, d'avoir de la patience, de savoir pardonner. Et tout ça, on est un peu en train de se couper parce qu'on veut trop se prioriser, mais à mon sens, pas de la bonne façon. Et du coup, au final, pour moi, c'est pas quelque chose qui va nous apporter du bien d'agir ainsi. Oui, donc aller plutôt vers un juste milieu, Oh, ouais, voilà, ouais. plutôt que de couper, comme vous disiez, Exactement. directement. Euh, Maintenant, chacun trouve son équilibre, chacun vit d'une manière, justement, où ils se sont alignés. Donc, c'est surtout, toujours c'est cette question, en fait, qu'il faut se poser. Est-ce que là, la manière dont je vis, ça me convient? Est-ce que je ressens un équilibre? Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que mon corps dit oui, en fait, quand j'agis ainsi? Est-ce que mon corps dit oui quand je pense de cette façon et que j'agis comme ça avec les autres? C'est surtout ça, pour moi, la question qu'il faut se poser. Ok, très bien. Euh, alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui me vient? Est-ce que il y a des blessures qui sont plus facilement compréhensibles et on peut plus facilement s'en défaire que d'autres? Quelles sont les, entre guillemets, les pires blessures qu'on transmet? Il Il faut n'y a être pas, vigilant en tant que parent. il y a pas de pire. En tant que parent, ah ça c'est intéressant. Ça c'est un axe qui me plaît beaucoup. Parce que Ah j'ai bon? beaucoup de femmes qui viennent me voir. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à tout à l'heure, on m'avait dit s'il y a une expérience, une évolution qui m'a marquée. Et en effet, la première maman que j'ai accompagnée, qui a vu un impact dans le travail qu'elle a fait en psychogénéalogie sur son enfant. Je crois que ça me marquera toute ma vie et ça m'avait beaucoup émue parce que elle avait fait un gros travail sur elle pour se libérer elle, mais en fait on avait aussi fait un gros travail sur son enfant, euh, pas pour le libérer, mais parce que c'est relié tout simplement. Et elle a vu une différence immense et des fois elle m'envoie encore des messages en me disant ben voilà aujourd'hui mon fils il a fait ça et c'est tellement merveilleux parce qu'il l'aurait jamais fait avant et ça c'est magnifique parce qu'on transmet, on continue à transmettre et de vouloir aussi couper pour ses enfants. Je trouve que c'est une raison tellement belle parce que c'est fait par amour de soi et de ses enfants, donc c'est magnifique. Alors pour ses enfants, je peux pas dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse plus attention que d'autres parce que chaque parent fait de son mieux. Et je ne suis pas encore maman, mais j'espère l'être un jour. Mais je sais à quel point c'est difficile. On va pas rajouter de la culpabilité et de la charge en plus aux parents. Les blessures, on en a tous. On peut pas éduquer un enfant et se dire, moi je veux lui transmettre aucune blessure. C'est pas possible. On est des êtres humains. On a tous des blessures et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. La blessure de l'abandon, je pense que c'est celle que j'entends le plus. Pas parce qu'il y a eu des vrais abandons, quand on parle de blessure d'abandon, faut pas qu'on imagine un enfant qui est laissé à la DAS ou je ne sais quoi. Non, non, pas du tout, hein. Blessure d'abandon, ça peut être, elle peut se créer bien avant ça. Ça peut être quelque chose de très simple. Je sais pas, les parents qui sont partis en vacances 2 semaines et l'enfant, il l'a vécu comme un abandon et ils n'ont pas été rassurants comme il en aurait eu besoin. Il n'y a pas eu de communication, il y a eu quelque chose de brutal. Et déjà, il peut avoir la naissance d'une blessure d'abandon qui peut se développer avec les expériences donc, je pense que c'est celle que j'entends le plus, que les clients vont le plus employer. Donc, peut-être que c'est celle-ci qui prédomine. Mais c'est pas la plus grave, par contre. Parce qu'il n'y a pas de plus grave que les autres. Ok. Oui, tout dépend en fait de la personne, de son ressenti et à quel point ça l'a Oui, impacté, j'imagine. exactement. Exactement. La blessure d'injustice, elle revient aussi beaucoup, surtout en psychogénéalogie, où il y a eu bah, des injustices par exemple dans la justice, justement, dans comment la société a géré une affaire pénale, criminelle, peu importe. Là, on peut avoir une grosse blessure d'injustice qui apparaît. Le rejet, elle apparaît aussi beaucoup. Donc, je peux pas dire que l'abandon, elle est plus. Peut-être que juste je l'entends plus que les autres, mais elle est pas plus douloureuse à vivre. Et avant, vous parliez de l'enfant. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut même agir une fois que l'enfant est là, parce que souvent on entend, oui, moi je Oui, travaille pour accueillir les enfants, mais même quand ils sont là, on oui. peut libérer des choses. Ah oui, complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et déjà en prenant conscience de l'impact que nos mots ils ont, bah, on peut se rendre compte que en parlant à nouveau, on peut avoir une action très positive et très bénéfique pour les enfants.
Déjà, rien que de faire l'exercice des recherches en généalogie et de le transmettre aux enfants, d'expliquer l'histoire familiale, c'est tellement bénéfique pour les enfants. Mais vraiment. Et maintenant, puisqu'on parle d'après, mais avant, quel est l'impact pendant la grossesse? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous avez... Alors ça, c'est la première étape en psychogénéalogie, c'est de faire justement l'analyse du projet sens. Le projet sens, c'est la période qui englobe 1 an avant la naissance, donc l'intention qu'on va mettre dans un projet bébé, toute la grossesse et les 3 premières années de la vie. Tout ce qui se passe là a un impact immense sur comment l'enfant va se développer, ses choix de métier, ses choix de vie. Ça a un impact immense. Donc c'est très très intéressant de l'analyser, de comprendre. Je ne sais pas si les parents déjà s'étaient désirés ou pas désirés. C'est des mots qui sont très douloureux à entendre. On va plus dire bébé surprise, c'est un peu plus doux. On s'y attendait pas, hein, que dire bah non, t'étais pas désiré. Très douloureux, ça peut déjà créer une blessure à ce moment-là. Rejet par exemple. Et puis comment la grossesse elle s'est passée? Est-ce qu'il y a eu des drames pendant cette grossesse? J'ai beaucoup de femmes par exemple qui m'ont dit moi ma mère elle a vécu le décès de sa propre mère pendant que elle était enceinte de moi. Donc là, deuil, très douloureux, perte de la mère, perte d'un repère important. Est-ce que financièrement ils étaient prêts à ou alors est-ce qu'il y a eu beaucoup d'angoisse du coup face à l'arrivée d'un bébé? Est-ce que les beaux-parents et les parents, ils étaient en accord? Ou est-ce qu'il y a eu une forme de rejet aussi à ce niveau-là? Il y a plein de choses à analyser sur cette période-là et tout ce qui se passe in utero pendant que l'enfant est à l'intérieur s'imprime, se marque. C'est pas parce que l'enfant n'est pas encore né qu'il ne reçoit rien. Au contraire, le bébé, il a une sensibilité immense et il n'a pas encore toutes ces filtres, ces barrières et ces protections. Donc il reçoit tout. Donc c'est pour ça aussi que, alors il y a des femmes qui vont dire par exemple, moi je veux pas pleurer devant mes enfants. Ils ressentent tout, hein, les enfants, donc c'est pas parce qu'on veut pas pleurer, mais par contre plutôt expliquer. Ben là, voilà, je me sens de telle façon, il se passe ça, donc je suis pas très bien. Si tu me vois pleurer, c'est pas grave, parce que tout ça, l'enfant il le reçoit et il peut le prendre pour lui. Donc comme il n'y a pas de filtre, il n'y a pas encore de conscientisation, tout vient euh, directement toucher l'enfant dans sa sensibilité et dans sa construction. Donc c'est mieux de dire, parce que c'est vrai que dans les générations d'avant, on ne montrait pas ses émotions, Oui, c'était être faible. Donc c'est mieux de verbaliser, bien d'expliquer. sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Je pense que, enfin, j'espère que ça commence à être une évidence maintenant. Que les On émotions, il espère. faut les montrer. Et que les cacher, c'est montrer l'exemple à l'enfant de avoir des émotions, c'est pas bien. Donc on peut pas ne pas ressentir. C'est pas possible. C'est soit on est dans le déni, soit on rejette ses émotions, mais elles sont bien là. Donc on va faire une action qui va contre ça, ça va prendre de l'énergie, ça va créer des conflits intérieurs, et l'enfant, il comprend, enfin, il ne conscientise pas, mais il reçoit tout. Donc autant juste expliquer, déjà c'est être honnête avec soi-même, ce qui se passe, et en plus expliquer à son enfant pour rassurer. Plutôt que voir que les parents ils ressentent une émotion forte, qu'ils veulent pas le montrer, qu'ils veulent pas l'expliquer non plus, donc il y a un problème, il y a danger, il y a voilà, et donc il y a conflit intérieur pour l'enfant. Donc l'expliquer c'est quand même beaucoup plus simple, avec des mots adaptés bien sûr toujours. On parle pas à un enfant comme pour un adulte. Donc en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des silences et des non-dits, quoi qu'il arrive, en fait, ça saura l'enfant à Oui, bien travers sûr. le corps. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Il y a des parents, par exemple, qui font le choix de ne pas dire à leurs enfants qu'ils ont été adoptés. Bah ça, c'est très dur pour l'enfant. Parce qu'il le sait, hein. Il le sait très bien inconsciemment. Et donc, ça va créer des souffrances, des blessures, c'est terrible ce qui se crée pour l'enfant sans culpabiliser qui que ce soit, mais il faut prendre conscience que l'enfant, il est assez fort pour recevoir. Voilà, Mais verbalement. justement, quand on a été adopté ou si on est orphelin, comment on fait pour remonter, puisqu'on n'a pas accès à Ouais. l'histoire, à notre histoire, et est-ce qu'on a une double histoire? Comment ça se passe pour ces personnes? Alors, ça dépend comment l'adoption s'est faite. Il y a des généalogistes qui sont spécialisés dans les recherches pour les enfants qui ont été adoptés. Il y a des fois où c'est possible de remonter dans l'histoire. Donc à ce moment-là, il vaut mieux contacter un généalogiste parce que le faire tout seul, moi par exemple, je pourrais pas guider, c'est pas ma spécialité. Contacter un généalogiste pour savoir si c'est possible.
Et si c'est pas possible, ben il faut l'accepter et il faut lâcher. Ben voilà. Après, encore une fois, l'inconscient il garde tout en mémoire, donc il peut y avoir des choses qui vont remonter et des fois non. Et c'est pas grave. Par contre, on a effectivement une double histoire. Donc les enfants qui sont adoptés, c'est quand même une charge émotionnelle qui peut être assez lourde. Et donc le travail en psychogénéalogie est très intéressant parce qu'il peut apporter beaucoup d'apaisement, parce qu'on a en effet la transmission de la famille biologique et de la famille adoptive. Donc on peut quand même travailler sur la famille adoptive. Mais en général, ça fait miroir hein, sur les histoires. Et ça va parler, en travaillant sur la famille adoptive, on va libérer des traumatismes de la famille euh, biologique. Ok. Et là, ce qui me vient, c'est que vous parlez de numérologie. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est? Ouais, Et il me semble aussi qu'il y a de l'importance si on est le premier enfant, le deuxième, le troisième. ouais. Quels sont les impacts en fait? Alors, il y a un métier qui s'appelle numérologue, qui est bien plus expérimenté que moi. Moi, je fais vraiment les bases, ce qui me sert en psychogénéalogie, c'est-à-dire les dates de naissance, les dates de décès, de mariage, les dates importantes, les maladies, voilà. Des dates qui sont importantes, on va les utiliser. On va les utiliser aussi, effectivement, savoir dans la fratrie de notre place. Donc, premier enfant, on va avoir une transmission plus importante du père. Numéro 2, transmission plus importante du côté de la mère. Enfant numéro 3, on est l'enfant du couple, donc on va recevoir une transmission des deux enfants, des deux côtés. Et enfant numéro 4, on revient, côté père, 5 mère, 6 couple. L'enfant numéro 4, il a quand même un, un rôle, pas un rôle, mais une transmission supplémentaire, c'est l'enfant de l'enfermement. Donc en général, on a une problématique assez lourde. Moi, je suis enfant numéro 4, par exemple. Et il faut vraiment travailler sur cette place et de toute façon, en général, on le ressent, hein, qu'on est enfermé. Et c'est beaucoup des enfants numéro 4 d'ailleurs qui viennent nous voir en psychogénéalogie, qui ont besoin de casser, de briser cette cage et de se libérer. Donc voilà, ça c'est pour la place dans la fratrie. C'est aussi un des éléments principaux qu'on va venir chercher en psychogénéalogie. Après, je me base pas que là-dessus parce qu'il y a des fois où on vient me parler d'une problématique amoureuse justement. C'est l'enfant numéro 2 et pourtant c'est la lignée du père qui va prédominer sur cette problématique-là. Après, on va peut-être avoir une autre problématique plus existentielle qui sera liée à la branche en lien avec notre place dans la fratrie. À savoir que pour déterminer notre place, on prend aussi en compte les IVG et les fausses couches. Donc, c'est pas enfant numéro 4, moi j'ai pas trois frères et sœurs. C'est en prenant en compte les IVG et les fausses couches, pardon. Les enfants morts-nés aussi, ça compte. Je le dis un petit peu de manière brutale, enfant mort-né, parce que c'est le langage que j'utilise en psychogénéalogie. Mais avant, il y avait énormément d'enfants qui naissaient à la naissance ou dans la première semaine, premier mois de vie. Donc, ils comptent bien sûr dans la fratrie, même si des fois on va retrouver des secrets, des non-dits, des mensonges sur ces enfants-là, malheureusement. D'ailleurs, ça me vient, je m'éloigne un peu de la numérologie, mais on remarque beaucoup avant sur les enfants qui naissent dans les premiers mois de vie. Par exemple, qui va s'appeler Mathilde, et le deuxième enfant, ou le troisième enfant, le prochain enfant du même sexe, qui va porter le prénom de l'enfant qui est mort. Donc ça, on appelle un enfant de remplacement. Il reçoit la charge de la mission de vie en fait de l'enfant qui est mort. Donc ça veut dire qu'il a une double mission de vie et ça a travaillé aussi en psychogénéalogie parce que c'est aussi et ça nous c'est là où on peut ressentir aussi le fait d'être éloigné de soi, d'être pas aligné parce qu'on va recevoir une double mission et inconsciemment c'est hyper douloureux en fait de recevoir cette double mission. On sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on veut faire parce qu'on doit aussi jouer le rôle de la personne qui est décédée avant nous. Donc ça, c'est très intéressant à libérer en psychogénéalogie pour ressentir un apaisement. Les prénoms d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est très très important en psychogénéalogie. On va chercher s'il y a des personnes qui s'appellent pareil, par exemple. On va essayer de décrypter le prénom. Ça, c'est aussi un axe qui est à prendre en compte. Mais pour revenir sur la numérologie, on va prendre en compte du coup les années, les jours et mois de naissance. Surtout, pareil pour le décès. Les années, je m'en sers moins, à part pour essayer de voir s'il y a des cycles. Mais sinon, ça va surtout être voir si on est né le 1er mars. Est-ce que dans la famille, il y a des personnes qui sont nées en mars ou proches du 1er mars? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être né en juin? Pourquoi en juin? Parce que quand on est né en mars, notre conception, elle s'est passée en juin. Donc on cherche.
qui est né en juin. Ça va nous permettre de savoir avec qui on est en lien. De toute façon, les dates de naissance, de décès, de mariage, ça ne trompe jamais. Donc, dans les problématiques amoureuses, par exemple, on peut regarder les dates de mariage, voir si on a une qui est en lien avec notre naissance, savoir est-ce qu'on a un lien avec un couple de la famille. Si oui, qu'est-ce qui représentait ce couple? Comment il a vécu? Comment il s'est rencontré? Donc voilà, il y a vraiment plein d'informations qu'on peut prendre en compte en psychogénéalogie. Je parle de plein de choses en même temps. Ah, c'est super intéressant. Et alors, quand, imaginons, on est en lien avec, par exemple, un type de couple, ben, concrètement, comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comprendre, conscientiser tes choses et s'en libérer? Est-ce que Ouais. vous avez un exemple qui vous vient ou... Non, j'ai pas d'exemple qui me vient sur un couple, mais ce qu'on peut faire, c'est comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelle a été leur problématique, qu'est-ce qui se dit sur ce couple. Est-ce qu'on dit que c'était un couple qui s'aimait ou est-ce qu'on dit que c'était un couple où la femme était soumise ou au contraire où la femme était très méchante? Qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur eux? Et dans ce cas-là, pourquoi on a un lien avec ce couple? Ah. Euh, et quel est le lien avec la problématique qu'on vit aujourd'hui? Et avec ça, on peut faire un acte symbolique pour libérer cette transmission. Justement, j'allais venir dans le concret. Comment est-ce que on agit sur ces mémoires? Comment on s'en libère? Vous parlez là d'actes de libération. Pouvez-vous nous en Oui, dire un peu plus? oui. Alors, notre inconscient, il voit pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, à partir de ce constat-là, qui est factuel, hein, on s'est pas inventé, c'est pas un mythe, c'est bien la réalité. Notre inconscient, il fait pas la différence. On va se servir de ce biais-là pour faire passer un message à notre inconscient. En l'occurrence, on est en lien avec une histoire tragique qui s'est passée dans la famille. On va faire comprendre à notre inconscient, par différents actes, beaucoup par l'écriture, que cette histoire, elle n'est pas nous, et qu'on est bien deux choses différentes. Donc on peut faire des actes pour pardonner, on peut faire des actes pour reconnaître la souffrance que nos ancêtres ils ont vécue, parce que malheureusement, comme avant, on ne reconnaissait pas leur souffrance, qu'on se taisait sur leurs émotions. Inconsciemment, quand on vient travailler sur la reconnaissance d'une souffrance, d'un acte qui s'est passé, d'une trahison, d'un drame, peu importe, sur des enfants qui sont morts, on vient redonner de la place à leurs émotions. Et ainsi, on permet à notre inconscient de se libérer et de ne plus avoir cette charge et cette transmission qui est trop lourde à porter et qui ne nous appartient pas en plus. Et on revient aussi sur l'inconscient familial, individuel mais familial. Oui, parce qu'en même temps, quand nous, on en prend conscience, ça permet, d'entre guillemets, de libérer, bah, Exactement. déjà, Ah oui, passé et futur. oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que de se rendre compte, en fait, nous, on pense, je sais pas, souffrir de quelque chose, d'avoir des émotions très intenses, même parfois des réactions de peur intenses. Et je pense surtout à la guerre, des peurs vraiment viscérales qu'on ne Oui, comprend pas. Et en fait, se dire, ah, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment peur, c'est juste que ça a été transmis et ça m'appartient pas. Et de se dire, ah, il y a une espèce de déculpabilisation oui, aussi, oui, exactement. qui se fait. Puis la guerre, elle a créé tellement de traumatismes différents, que ce soit sur le plan financier aussi, parce que c'était la misère, donc survie. En fait, c'est la survie dans toutes ses dimensions qui va vraiment impacter. La fuite. Hmm. Et est-ce que vous voyez justement la guerre, bon, moi je viens d'une zone effectivement en Alsace, on était tout le temps entre Allemagne, Mhm. France, il y a une identité. Donc il y a aussi cette question de l'identité, qui suis-je? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui... Ouais, c'est une question qui est tellement difficile à répondre. J'aimerais tellement des fois apporter aux personnes que j'accompagne la réponse, mais il n'y a que qui l'ont. Alors, mais pour moi, sur la question de l'identité, on peut faire un gros travail en psychogénéalogie, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que il faut expérimenter, pour moi, la vie pour comprendre qui on est. C'est vraiment le mot. Pour moi, c'est expérimenter. Se libérer de ce qui ne nous appartient pas pour déjà se recentrer sur l'essentiel. Et une fois qu'on a l'essentiel, qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a envie profondément de vivre et d'apporter au monde? On a tous une mission de vie. Quelle est sa mission de vie? Et je pense pas que ce soit si compliqué que ça de le savoir, mais ça peut faire peur. Parce qu'on vient se mettre face à quelque chose qui peut être angoissant, qui peut faire peur, qui peut
qu'on contrôle pas. Et donc, c'est aussi un exercice d'acceptation et de lâcher prise. J'en peux plus de ces mots, lâcher prise. J'en peux plus, mais en même temps, ils sont essentiels. Savoir lâcher prise, c'est pas évident, je le reconnais, mais c'est possible. Vraiment, j'ai envie de l'attester à tout le monde. Je vous jure que c'est possible et que vous allez y arriver. Vous allez réussir à lâcher prise, à comprendre qui vous êtes, à trouver votre place dans ce monde. Vraiment, c'est possible. Mais il faut s'y confronter de face. Faut y Oui. aller. Il y a un moment donné où il faut y aller. On y Oui, va. il faut vouloir regarder, ouvrir les yeux, peut-être Ah ouais, parfois la boîte de ouais. Pandore. Et parce que souvent, forcément, quand on fait un travail comme ça, si on parle à la famille, il va y avoir non, mais ça reste dans la famille, ça reste dans le silence. Il faut que voilà, il y a une espèce de pacte. Comment réagir face à ça? Est-ce que c'est fréquent, ces réactions? En fait, on ne veut surtout pas. Et est-ce que parfois c'est juste aussi de ne pas creuser parce que Je dirais qu'il faut faire confiance à son intuition là. Il y a des fois où il faut foncer. Tu veux pas en parler? Bah si, tu vas en parler et on y va de front. Mais après, il faut aussi savoir jauger. Il y a des moments où bah, c'est peut-être pas le moment et on y reviendra plus tard. Et peut-être que si c'est pas cette personne qui le dira, peut-être que ça en sera une autre. Oui, ça sera une autre personne. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire. Euh, Parce qu'il faut pas non plus brusquer, il faut pas non plus faire souffrir les autres. Mais je pense que c'est une porte d'entrée. Une fois qu'on a posé les questions, la graine est semée, la personne elle-même, en fait, elle va commencer à réfléchir, à se poser des questions, à prendre conscience de certaines choses. Peut-être que c'est trop violent sur le coup, mais qu'elle y reviendra plus tard. En général, c'est ce qui se passe. C'est trop violent sur le coup, mais un peu plus tard, ça s'apaise, ça se dilue, tout se décante et la discussion est possible. oui, parce que parfois on n'a pas idée en fait de ce qu'il y a dans le passé, puisqu'il y a des choses qu'on n'évoquera jamais. On parlait du poids des religions. Et là, ce qui m'est venu quand vous parliez, je sais pas pourquoi, le suicide. Comment dans les familles, est-ce que voilà, on le découvre ou pas? Ou- Ah, c'est pas évident parce que déjà moi je pense à ma famille. Dans ma famille, je sais que il est dit qu'il y a une personne qui a fait un suicide manqué. On m'a transmis une partie de l'arbre généalogique où il y a marqué suicide manqué. Et les langues se sont jamais déliées et maintenant ben, les personnes sont décédées, mes grands-parents sont décédés, ils peuvent plus me dire. Donc je le saurai jamais et il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. En général, les suicides c'est quand même quelque chose qu'on ne dit pas, euh, qu'on va pas dire, qu'on va taire. Mais des fois non. Donc, ça vaut le coup de poser des questions. De toute façon, on peut aussi chercher du coup dans les actes des archives départementales, donc acte de naissance, acte de décès. Sur les actes de décès, ça peut être marqué ou ça peut être interpellant de voir que la personne elle est décédée à tel âge, qu'il n'y ait pas de dossiers médicaux. On peut quand même avoir des informations en cherchant. Et est-ce que, parce que je ne sais pas pourquoi, parfois, s'il y a des choses tellement fortes, et là, je pensais, à l'époque, j'avais vu un reportage sur Mike Brandt, donc sa famille était descendante de l'Holocauste, et il était hanté par des cauchemars, Ah oui. des choses comme ça. Est-ce que les rêves et les cauchemars, effectivement, c'est des choses qui vraiment Ah peuvent être oui. ancrées dans... Mais oui, mais c'est de l'or, pardon, enfin, parce que ça peut être très douloureux, mais oui, c'est de l'or. Les rêves et les cauchemars, moi je le dis tout le temps, mais notez-les. Réveillez-vous la nuit, notez ce qui s'est passé. Votre inconscient vous parle. On note les rêves et les cauchemars. Surtout quand on fait un travail en psychogénéalogie, où là l'inconscient il est à fond, il travaille, il ressort, il est en train de trier. Donc on note les rêves et les cauchemars et on s'en sert en séance. S'il était hanté par ça, bah forcément c'est une transmission transgénérationnelle, mais de toute façon je pense il en a conscience et il le dit. Après, il faut faire du travail en hypnose, acte symbolique pour essayer de se libérer de ça. Il est en train de revivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas cette Hmm. personne-là. Il ne l'est pas. Et l'idée, c'est euh, justement, de faire un travail sur son identité là. Et si maintenant il se passe le cas contraire où la personne, ben, parce qu'elle pense pas avoir un bagage ou quelque chose qui la bloque et elle fera jamais aucune remise en question, quels sont les impacts? Ben, j'imagine hein, qu'il y a aussi plein de personnes qui veulent pas hein, Ouais. faire un travail. Quels sont les impacts après?
la descendance, on transmet tout, une souffrance interne immense, mais il n'y a aucun jugement non plus à avoir sur ces personnes-là, parce que chacun a son chemin de vie, sa mission de vie, et que tout le monde, la mission de tout le monde n'est pas de libérer les transmissions des générations antérieures. Donc, si tout le monde le faisait, est-ce que ça aurait vraiment du sens? Je crois que ça fait partie de l'équilibre, qu'il y ait des personnes qui le fassent et d'autres non. Je crois qu'on n'a pas tous le même chemin et pas tous la même destinée. Donc, si la personne elle est fermée, peut-être qu'un jour elle s'ouvrira au moment où elle sera prête, et peut-être pas. Et bien sûr qu'il y a des conséquences, mais ce serait aussi être dans le faux que de dire qu'on peut se libérer de tout. Donc, dans tous les cas, on gardera des transmissions et on gardera des souffrances. Et dans notre identité, par exemple, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne dans les relations amoureuses, moi, vous vous en doutez, j'ai fait beaucoup de travail en psychogénéalogie, parce que je ne pourrais pas accompagner les autres si je ne l'avais pas fait sur moi-même. Et encore aujourd'hui, hein, je le fais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à me guérir de l'endométriose, c'est parce que c'est l'année dernière hein, que j'ai fait un gros travail là-dessus. Donc c'est toute sa vie. Mais est-ce que ça veut dire que je me suis libérée de tout? Absolument pas. Et je m'en suis rendu compte sur la personne que j'ai rencontrée. Alors j'ai rencontré un militaire et je sais très bien que ce n'est pas pour rien que j'ai rencontré un militaire. Mais est-ce que c'est grave? Mais non, c'est pas grave. Parce qu'on peut pas y échapper. Ça fait partie de la vie, en fait, d'avoir, d'être un peu biaisé par ces transmissions-là. Et c'est pas grave. Si on attendait de se libérer de tout pour vivre et pour continuer à expérimenter la vie, bah, purée, on peut attendre un petit moment, hein, parce que toute sa vie, on va continuer à recevoir ces transmissions-là et faire nos choix en fonction de ça. Donc, c'est pas grave. On n'est pas obligé de se libérer de tout. On se libère de ce qui nous est le plus douloureux, comme les maladies, par exemple. Mais c'est intéressant parce qu'au final, c'est ben, les personnes qui vont partager nos vies, nos partenaires, ben, c'est pas la famille et pourtant c'est eux les révélateurs Oh, des oui. dynamiques familiales. Donc il n'y a pas de Ouais. hasard dans les personnes qu'on rencontre. Mm. Mais justement, quand on sent qu'il y a des zones de blocage dans les relations amoureuses, est-ce que ça veut forcément dire ben il faut se séparer ou pas? Comment on fait? Si l'autre personne elle est pas du tout, imaginons qu'elle répète un schéma qu'elle en a pas conscience. Si les, voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez vu en séance ou dans votre expérience à vous? Non, il faut pas se séparer parce qu'on voit qu'il y a un blocage. Ça vient nous révéler quelque chose effectivement chez nous, dans notre vie, et ça veut dire qu'il faut aller travailler sur cette zone-là, qu'il faut communiquer avec soi, déjà être honnête avec soi-même, qu'est-ce qu'on ressent. En fait, c'est, c'est, c'est magnifique en fait. Bon, peut-être pas abuser, mais c'est beau parce que ça nous ouvre le champ d'accès et la possibilité de travailler sur nous et d'aller voir dans des zones d'ombre. Les zones d'ombre, elles sont merveilleuses, elles sont utiles, il faut pas les fuir, il faut aller les voir. Là, il y a plein de trésors là-dedans. Donc c'est douloureux, je dis pas le contraire, c'est dur, mais la séparation, parfois oui. Hein. Alors là, je ne parle même pas des relations où il y a des violences, on est bien d'accord, hein, on parle pas de ça, on parle de blocages qui sont bien en dehors de raisons évidentes pour lesquelles on se sépare. Pour moi, c'est fuir la réelle problématique. Ouais, Alors parce des que fois, souvent, on entend que même si on arrête la relation, on va rencontrer une autre mais personne, oui, mais il y aura exactement, mais exactement oui, le même mais problème. oui. Et d'ailleurs, les femmes qui vont vivre des violences conjugales, c'est pas parce qu'elles quittent leur partenaire qu'elles vont pas le revivre ailleurs, parce que ça veut aussi dire quelque chose si on rencontre un partenaire qui nous violente. Ça vient aussi nous dire quelque chose sur notre histoire familiale. Donc, dans tous les cas, il faut aller chercher, comprendre, libérer pour ne pas revivre la même chose. En psychogénéalogie, la base, c'est la répétition dans la vie. Quand on répète un schéma, psychogénéalogie, on va voir. Eh oui, c'est sûr. C'est radical. Très bien. Écoutez, je vais voir un petit peu encore si j'ai des questions que je vous ai pas posées. Euh, Est-ce que, ben, pour le mot de la fin, est-ce que vous avez une petite astuce ou quelque chose vous conseillez pour quelqu'un qui démarre sur ce chemin de libération, qui va commencer à regarder son passé, un petit conseil? N'ayez crainte, tout va bien se passer. Et tout, en fait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir conscience que se révélera à vous ce que vous êtes prêt à voir et à comprendre et à travailler. Parfois, on va faire un travail en psychogénéalogie
on pense qu'on a toutes les informations et 5 ans après, on va y revenir et on va avoir des nouvelles informations de notre famille. On va se dire, mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Parce que vous n'étiez pas prêt à le recevoir à ce moment-là. Donc, tout ce qui viendra à vous, c'est le moment pour vous de le travailler. Donc, vous serez en capacité de le gérer. Et après, faites-vous confiance, connectez-vous à votre intuition et ayez confiance aussi en la personne qui vous accompagne, parce que c'est vraiment un lien de confiance. Euh, pour moi, au-delà d'un travail thérapeutique, c'est une relation, j'ai même envie de dire d'amour, alors pas au sens de couple, hein, on est bien d'accord, mais en fait, on vit quelque chose de profond. On se confie, même moi, hein, des fois je parle du coup de ma vie pour donner des exemples, pour que la personne elle comprenne, qu'elle déculpabilise aussi. Donc c'est pour moi une relation qui est basée sur l'amour et la confiance en psychogénéalogie. Donc faites confiance à votre intuition pour choisir la personne qui vous accompagnera. Faites confiance à vous. Faites confiance à l'inconscient, à la vie, et vous réussirez à vous libérer de ce qui vous bloque aujourd'hui, j'en suis certaine. Très bien. Oui, si c'est le bon moment, de toute manière, Alors, ça juste se pour passe. ajouter un petit truc, la psychogénéalogie, il ne faut pas perdre de vue que c'est une thérapie qui est active. Si vous cherchez qu'on claque des doigts et que ça se libère et que la personne elle vous donne les solutions, ça marche pas comme ça. Vous êtes l'acteur de votre thérapie. Et il va falloir y mettre du temps, de l'énergie, parce que ça demande de du coup poser des questions, mais aussi de faire des recherches. On ne fait pas juste sur des on-dit. Il faut aller vérifier les informations, l'état de naissance, de décès, on va tout vérifier. Donc ça prend du temps. En psychogénéalogie, plus vous allez vous investir dans cette thérapie, plus vous aurez des résultats. Des personnes qui veulent pas, qui me disent, hein, j'ai des gens, je l'ai déjà entendu, mais c'est fatigant, j'ai pas envie de le faire, ben ouais, mais sans ça, ça marche pas. C'est un passage obligatoire si on veut vraiment que la thérapie, elle soit révélatrice et transformatrice. Parce qu'elle peut vraiment l'être de manière incroyable si vous vous en donnez les moyens et que vous êtes acteur dans cette thérapie. Voilà, Soyons acteurs et actrices de nos vies, tout à fait. exactement. Ben, merci Charlotte. Je mettrai en description les contacts si les gens ont envie de vous poser des questions, Ouais, vous contacter, faire un travail. Et je vous remercie pour le temps et oui, la lumière que vous avez donnée aujourd'hui. Et je vous merci. dis à très bientôt. À bientôt.